pour avoir une vision, il faut avoir déjà une idée de ce qu'on veut construire en tant que société. En France, l'électricité se retrouve aujourd'hui pour les particuliers 2 fois plus taxée que le gaz. On veut développer des usages avant d'avoir les infrastructures de transport et de stockage, avant d'avoir la capacité de produire de l'hydrogène bas carbone. Tant qu'on n'arrivera pas à avoir cette mise en cohérence et que l'État défera d'une main ce qu'il fait de l'autre, en fait, on va dépenser des sommes colossales d'argent public pour ne pas avancer. La réindustrialisation de la France, elle va interroger les équilibres industriels européens. Si on veut pérenniser notre industrie, il faut toujours se poser la question non pas de la situation actuelle, mais de la situation de demain. Et ça, c'est typiquement ce qu'a fait la Chine en se positionnant avant tout le monde de façon extrêmement ambitieuse sur tous les secteurs porteurs. C'est très difficile de parler à 27 quand il n'y a pas une seule voix et qu'il y a 27 souverainetés nationales et que chacun veut préserver ses intérêts souvent au détriment des autres. On ne décarbonera pas contre la population. Depuis 2020, il est beaucoup question de réindustrialisation d'énergie en France, mais qu'en est-il 5 ans plus tard? Énergie et industrie, deux sujets intimement liés. Alors c'est pourquoi j'ai le plaisir de recevoir Anaïs Voigilis, docteur en géographie et auteur de Pour une révolution industrielle aux éditions La Cité, ainsi que Maxence Cordier, ingénieur, vulgarisateur sur les questions énergétiques, que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir ici, et qui avait publié le livre Fake or Not, Énergie aux éditions Tana. Bonjour à tous deux. Bonjour. Alors, pour introduire cet entretien, on va parler un petit peu de l'image de l'industrie, parce que c'est le thème notamment de votre livre, Anaïs. L'industrie charrie des imaginaires. À quel point la société aujourd'hui considère encore l'industrie comme elle considérait du temps d'Émile Zola, Germinal, de Chaplin, les temps modernes, des œuvres que vous citez dans votre livre, qui expliquerait par exemple qu'Agnès Pannier-Runacher, quand elle avait parlé de l'industrie d'une façon un petit peu féerique, s'était faite un petit peu blâmer sur les réseaux sociaux notamment. Oui, alors il y a plein de choses dans quand on évoque ces sujets. La première chose, il y a l'image qu'on peut avoir de l'industrie et finalement la faible compréhension qu'on peut avoir en tant que grand public de ce qu'est l'industrie, de ce qu'elle recouvre et des process industriels qu'il y a derrière, parce qu'en fait avec la désindustrialisation, l'industrie s'est aussi éloignée des sociétés occidentales. Même si on garde des activités industrielles sur le territoire, il y a de moins en moins de gens qui sont confrontés à l'industrie dans leur quotidien, et on est paradoxalement entouré de biens industriels dans toutes nos activités, sans vraiment savoir d'où ces produits viennent, quelles sont les chaînes de valeur, quelles sont les matières nécessaires, quels sont les processus, quelles sont les consommations d'énergie associées. Donc on a aussi perdu avec la désindustrialisation finalement une culture scientifique qui nous permettait peut-être d'avoir une meilleure connaissance de ce qu'était l'industrie et de ce qu'elle représentait. Mais il y a aussi le fait que l'industrie aujourd'hui, mais peut-être on pourrait dire, comme les entreprises, on l'aperçoit à travers des grands noms, c'est-à-dire on connaît des Michelin, des Safran, des ArcelorMittal, mais on ne connaît pas l'ensemble des sous-traitants qui permettent d'arriver à des produits finis. On ne sait pas la multitude de sous-traitants qui vont intervenir dans la métallurgie, dans la plasturgie et d'autres activités, par exemple, pour produire un véhicule, qu'il soit thermique ou électrique. Et après, il y a ce qu'a fait Agnès Pannier-Runacher, qui avait donné lieu à beaucoup de critiques, parce que à la fois, moi je trouve que c'était bien d'avoir essayé de parler autrement d'industrie. C'est vrai que la manière dont elle l'a faite était certainement maladroite et ça manquait peut-être un peu d'incarnation, mais il y avait aussi cette idée d'essayer de renouveler ce regard, mais qui se heurte. Et c'est toute la difficulté, c'est-à-dire quand on dit l'industrie c'est plus Zola, etc. Heureusement que l'industrie c'est plus Zola, c'était il y a 200 ans et que les choses ont évolué. Mais d'une autre manière, en disant ça, on évince du débat public des métiers qui restent pénibles, des métiers qui peuvent être répétitifs. Ça ne veut pas dire que tous les métiers dans l'industrie sont pénibles ou répétitifs, mais il y a des métiers qui sont pénibles dans des atmosphères contrôlées, avec du bruit, du port de charges lourdes, et ces métiers évoluent et doivent encore évoluer. Et donc, quand elle a tenu ce discours, toute la réaction qu'on a vue, c'est des gens qui disent, mais en fait, qu'il fallait qu'elle vienne travailler dans l'industrie pour se rendre compte de la réalité qu'expérimentaient certaines personnes qui travaillent à la chaîne. Et derrière ça, c'est aussi dire que oui, il y a des métiers pénibles dans l'industrie, et oui, il convient de trouver des solutions pour réduire la pénibilité, le mot est très dur, donc je vais pas continuer à essayer de le prononcer une troisième fois, sinon on va y passer l'émission, mais que l'industrie n'a pas l'apanage de la
pénibilité, décidément ça ne veut pas, qu'il y a des métiers pénibles aussi dans les services, comme il y a des métiers très valorisés dans l'industrie, comme dans d'autres secteurs. Et donc c'est de montrer tout ce que cette industrie recouvre et donc ne pas la limiter à quelques représentations qu'on va en avoir et montrer aussi son rôle dans la société, ce qu'elle nous apporte et sortir d'une forme d'hypocrisie, c'est-à-dire on dit on rejette l'industrie parce qu'elle peut être polluante et socialement contraignante, et en même temps, on continue à vouloir consommer librement, massivement, au-delà de ce que les limites physiques de notre monde permettent de faire, mais en faisant poser toutes ces conséquences sur d'autres citoyens ailleurs dans le monde. Cette question de l'image, vous, Maxence, qui travaillez dans le nucléaire, vous la connaissez bien, le nucléaire jouit d'une image controversée. À quel point vous pensez justement que cette image a pu progresser ces 5 dernières années? Et qu'est-ce que vous pensez notamment du suivi de la presse en général sur ces questions? Parce qu'on peut l'élargir à la question industrielle, mais sur la question du nucléaire. Alors, juste avant de répondre à la question, je voulais dire que je suis vraiment d'accord avec ce que disait Anaïs sur le fait qu'il y a une déconnexion qui s'est faite de manière générale. Alors, c'est vrai pour le nucléaire, mais c'est encore plus peut-être dans d'autres industries en France, entre la population et l'industrie. C'est-à-dire que les gens consomment effectivement beaucoup de biens industriels, mais ne savent pas comment ils sont produits, n'y pensent pas. Et c'est ça qui amène à imaginer qu'on vit dans une société de plus en plus dématérialisée parce que, effectivement, au quotidien, on n'est pas confronté à cette industrie-là, mais on n'a jamais été entouré de biens qui ont eu autant besoin d'industrie et de flux logistiques importants entre différents pays. Et à partir du moment où on parle de réindustrialiser la France, ça pose un problème, c'est-à-dire que il va falloir des gens pour réindustrialiser la France, des jeunes, mais comment peuvent-ils aller vers des métiers dont ils ignorent l'existence et dont ils ignorent la nature ? Donc je pense que si on veut pouvoir réindustrialiser la France, il va falloir réussir à rétablir ce contact, c'est-à-dire faire visiter des industries à des jeunes, à des collégiens, à des lycéens, à des étudiants, pour leur montrer que ça existe, leur montrer comment on fabrique une voiture, comment on produit de l'électricité, comment on raffine un carburant, comment on extrait des matériaux dans une mine, etc., pour qu'ils se rendent compte en fait de ce que c'est et du fait que la totalité des choses qui nous entourent a dû être produite. Sur la question du nucléaire en particulier, l'une des difficultés, je pense, c'est la complexité du nucléaire qui en fait un objet difficile à saisir pour une bonne partie de la population, ce qui laisse beaucoup de place à des fantasmes. Et donc, le nucléaire est devenu une sorte d'objet politique qui permet un clivage politique qui est instrumentalisé par les partis pour se positionner sur le spectre politique. Or, les questions énergétiques en général devraient vraiment dépasser ce clivage politique. C'est-à-dire que l'énergie nucléaire est une énergie qui a des avantages, qui a des inconvénients, de même que les autres sources d'énergie, l'éolien, le solaire, les combustibles fossiles, etc. Et si on veut réussir à concevoir une stratégie énergétique qui soit viable, c'est-à-dire qui permette d'atteindre des objectifs climatiques, d'atteindre des objectifs de sécurité d'approvisionnement, d'industrialisation aussi, c'est-à-dire avoir accès à une énergie qui soit suffisamment bon marché pour permettre de produire de manière compétitive des biens et des services, il faut réussir à avoir cette vision nuancée sur les questions énergétiques. Et la presse n'a pas toujours été aidante dans ces sujets-là, et c'est encore le cas aujourd'hui, parce que il est toujours plus facile en fait de faire du clivage. Quand on parle de nucléaire, on va interroger un pro-nucléaire, un anti-nucléaire, mais ce sont toujours un peu les mêmes arguments qui reviennent et qui souvent passent à côté des arguments qui sont vraiment intéressants. C'est-à-dire le nucléaire, on va parler beaucoup des risques d'accident et des déchets, d'une manière très peu qualitative souvent, parce que ce sont des sujets complexes, mais sur lesquels il y a des choses techniquement intéressantes à dire. Et on ne va pas parler de sujets qui sont, à mon sens, beaucoup plus structurants. Par exemple, la question des compétences, la question des capacités industrielles à construire. Si on veut construire du jour au lendemain une 50aine de réacteurs EPR, c'est pas possible. Par exemple, parce qu'on n'a pas on n'a pas les infrastructures industrielles. Et combien est-ce qu'on peut en construire? Est-ce que c'est 10? Est-ce que c'est 14? Est-ce que c'est 20? Là, il y a un vrai sujet. La question du financement aussi. Financer des grosses infrastructures comme ça, c'est pas évident. Ce sont des sujets qui sont peut-être moins sexy d'une certaine manière parce que c'est un peu plus compliqué et on fait pas du clivage là-dessus, mais je pense que les enjeux sont là et de manière générale dans l'énergie, il serait bien d'avoir un petit peu plus de nuances pour pouvoir construire un système énergétique qui serve davantage la population. Juste pour rebondir sur ce que disait Maxence, il y a
je pense que la question énergétique en fait est extrêmement complexe et beaucoup de gens qui en parlent ne rentrent pas dans le détail de ce que c'est. Donc on a un espèce de gloubi-boulga qui essaye de dire que tout est égal par ailleurs, alors que c'est infiniment plus complexe. Il faut quand même du temps pour entrer dans le sujet. Et donc quand on met pas toujours en avant des gens qui connaissent vraiment le sujet pour s'exprimer dessus comme Maxence, ça forcément crée ce sentiment qu'on ne sait pas là où on va. Et quand il parle d'investissement d'infrastructure, en fait, c'est vraiment clé dans la réindustrialisation. C'est-à-dire quand on parle de réindustrialisation et de décarbonation, on a forcément besoin de plus d'énergie bas carbone. Et donc, ça veut dire aussi de savoir où est-ce qu'on va, comment on dimensionne les investissements demain. Est-ce que c'est en effet 10 EPR, 14 EPR, des éoliennes, du solaire, un mix entre les deux. Et moi, je trouve que dans le débat aujourd'hui, on pose finalement, même s'il y a des exercices de planification qui ont été faits par le SGPI, par le secrétariat général à la planification écologique, même si RTE essaye de faire des choses, derrière, il y a une véritable exercice de se dire, qu'est-ce qu'on va consommer à tel horizon et comment ça se traduit en investissement. Et donc, il y a l'investissement de production de cette énergie, mais il y a aussi tout l'investissement pour conduire l'énergie. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai une centrale nucléaire que je vais alimenter mon usine ou mon data center parce que c'est à la mode. Et c'est pas parce que j'ai les moyens financiers d'investir, ce qui se questionne, parce que je suis pas sûre aujourd'hui qu'on se rende compte des ordres de grandeur et des délais que ça prend et que j'ai les compétences humaines derrière. C'est-à-dire, on veut à la fois réindustrialiser, construire des infrastructures et il nous faut des gens pour faire ça. Et pour aller dans ce sens-là, je pense qu'on a une vision assez partielle de l'énergie. C'est-à-dire qu'en France, on a mis énormément d'efforts sur la production avec les énergies renouvelables et le nucléaire, en oubliant les aspects consommation, c'est-à-dire l'électrification et la flexibilisation des usages. Aujourd'hui, ça donne des compétitions entre énergies bas carbone, notamment au printemps, en été, on doit réduire la puissance des réacteurs nucléaires parce qu'à certains moments, il y a trop d'électricité. Au printemps dernier, on a même dû écréter des énergies renouvelables, et ça entraîne une montée de certains discours dans l'opinion publique qui consiste à dire vu qu'on a trop d'électricité, il faut arrêter de développer les renouvelables. Je pense que c'est pas justement parce qu'on a réussi à avancer sur un point qu'il faut arrêter d'avancer sur ce point. Au contraire, il faudrait avancer sur les autres points que sont l'électrification des usages, ce qui demandera plus d'électricité pour chasser des fossiles dans d'autres usages. Donc, électrification de la mobilité, du chauffage, des procédés industriels, avec toutes les contraintes dont on pourra éventuellement parler que ça peut apporter. Et ensuite, la flexibilisation du système électrique. Qu'on ait ou non des énergies renouvelables, de toute façon, on va pas faire de la production de pointe avec des infrastructures nucléaires. Une centrale nucléaire, c'est un moyen de production avec des coûts fixes élevés et des coûts variables faibles. Donc c'est bien pour produire beaucoup, mais on va pas faire quelques centaines d'heures par an dans l'année. C'est pour ça qu'on fait ça avec du gaz généralement. Donc de toute façon, au fur et à mesure qu'on va fermer des centrales fossiles et qu'on va développer d'autres moyens de production, nucléaires et renouvelables, il va falloir trouver des nouveaux leviers de flexibilité. Il y a des choses qui peuvent être faites à ce niveau-là, la valorisation des batteries des véhicules électriques, convertir des barrages hydroélectriques en stations de transfert d'énergie par pompage, c'est-à-dire un lac en aval, un lac en amont, et ça permet de stocker de l'électricité pour la réutiliser plus tard. On peut aussi flexibiliser la demande. Il y a tout un champ de réflexion sur la mise à jour des systèmes heure pleine heure creuse qui sont très datés et qui ne répondent plus aux enjeux du réseau. Des enjeux de signal prix aussi pour pouvoir donner ce signal de flexibilisation au consommateur. En gros, le consommateur pourrait payer moins cher son électricité contre des efforts somme toute mesurés pour éviter de consommer en matinée et aux alentours de 19h en hiver. Mais tout ça, ce sont des choses qui doivent être faites et qui, pour l'instant, passent largement en dessous des radars. Justement, cette planification, comme vous l'appelez, cette vision, est-ce qu'il y a une vision clairement définie de ce qu'on veut, du projet de société que l'on veut? Parce que du point de vue du citoyen, quand je vous entends, c'est très bien, mais j'ai quand même le sentiment qu'on est dans une espèce de sorte de bricolage. On ajoute des mesures un an, chaque année, on fait des plans, on surréagit, mais il n'y a pas vraiment de vision précise de ce qu'on veut et comment on veut y aller, et un échéancier particulièrement bien défini. Enfin, en tout cas, c'est la vision que ça peut donner. De mon point de vue, je pense en effet qu'on a un vrai manque de vision, mais parce que, alors c'est ma théorie, on peut être en désaccord avec, c'est que pour avoir une vision, il faut avoir déjà une idée de ce qu'on veut construire en tant que société. Et aujourd'hui, on est dans une période qui est
peut-être complexe, qui est peut-être plus complexe que ce qu'on avait auparavant, c'est qu'on est confronté à la réalité du réchauffement climatique et donc on doit faire évoluer nos modes de vie, nos modes de production, nos modes de consommation. Donc ça pose des questions déjà sur qu'est-ce qu'on a envie de construire comme société. Et ça, on voit qu'on a des visions qui sont radicalement divergentes. Et quand on regarde dans le débat public, d'ailleurs, c'est en train de créer finalement des sortes de camps d'opinion qui peinent à se rapprocher pour essayer de construire et faire émerger une vision commune. Et donc, on a des flottements dans la politique publique. C'est-à-dire qu'à la fois, on peut faire de la planification, mais si on ne sait pas vraiment où on veut aller et quel choix technologique on veut faire, quel type d'industrie on veut maîtriser sur le territoire, nécessairement, ça induit des flottements. Et je trouve qu'il y a un flottement en ce moment qui est particulièrement intéressant. Maxence parlait des productions d'énergie et l'année dernière, il se trouve que la France a exporté de l'énergie parce qu'elle en a produit plus que ce qu'elle était capable d'absorber à l'instant de la production. Et on se dit, on a de l'énergie disponible, de l'électricité disponible, donc implantons des data centers en France. En soi, pourquoi pas, on a besoin de data centers pour des questions de souveraineté. Mais on dit on va mettre des sites des sites clés en main à disposition de data centers, ça représente environ 1200 hectares, qui vont absorber ces électrons qui sont disponibles, mais ces électrons sont disponibles parce que l'industrie n'a pas achevé sa décarbonation, parce que le prix de l'électricité est aujourd'hui trop cher pour qu'elle le fasse, au-delà de la disponibilité des technologies, il y a un vrai enjeu prix de l'énergie bas carbone pour accompagner ces transitions, et donc on a un peu l'impression de se dire, on a fait la réindustrialisation, c'est un peu de plomb dans l'aile, donc maintenant on va faire de l'IA, et peut-être que demain on fera autre chose, et donc on a ces flottements dans les priorités, on ne peut pas tout faire. La France est une puissance moyenne, elle ne peut pas tout financer, elle doit aussi voir comment elle s'organise à l'échelle européenne pour accepter de renoncer à certaines choses qui seront des activités prises par d'autres pays qui eux-mêmes devront renoncer à ces activités parce que on va pas tous faire la même chose, sinon on arrive à 27 plans hydrogène et 27 plans d'inefficacité globalement. Je vais pas tacler trop l'hydrogène, j'ai rien contre, mais je pense que la situation de recul, on aurait pu l'anticiper parce qu'on en revient à un sujet d'infrastructure. On veut développer des usages avant d'avoir les infrastructures de transport et de stockage, avant d'avoir la capacité de produire de l'hydrogène bas carbone à prix compétitif. Donc globalement, on est toujours là-dedans, on se dit on va dans une direction parce que ça semble être une bonne chose, mais du coup on détricote pas totalement la pelote et on ne fait pas de choix clairs parce qu'on veut courir trop d'objectifs en même temps et on gagnerait à se dire qu'est-ce que la France veut être en tant que nation, ce qu'aurait commencé à essayer de répondre avec ça avec France 2030, mais ça a été pas jusqu'au bout parce qu'il n'y avait pas de choix de société assumé. Sur l'hydrogène, effectivement, on aurait tout à fait pu anticiper l'éclatement de la bulle qui est en train d'arriver. En fait, l'hydrogène, c'est pas un sujet nouveau. On en parle globalement depuis le premier choc pétrolier. Quand le prix du pétrole a augmenté début des années 70, on s'est dit on va remplacer le pétrole par de l'hydrogène nucléaire. En fait, pourquoi est-ce qu'on l'a pas fait ? Pour des raisons économiques qui découlent de raisons physiques. Si on veut convertir de l'électricité en hydrogène, il y a des pertes et il faut des infrastructures, des électrolyseurs et ça coûte cher. Donc ça veut dire que l'hydrogène est un vecteur énergétique qui coûte cher, en plus du fait qu'il est difficile à manipuler. Aujourd'hui, je ne parle pas demain, je parle vraiment aujourd'hui, la France consomme déjà de l'hydrogène environ 900 000 tonnes par an. Dans l'industrie, ça sert par exemple à faire des engrais. Les engrais, on les fait à partir d'ammoniac. L'ammoniac, on fait ça à partir d'hydrogène. On l'utilise aussi dans le raffinage des carburants, etc. Il y a, sur ces 900 000 tonnes, en gros 400 000 tonnes qui pourraient... il y a 500-600 000 tonnes qui sont des coproduits d'autres industries. Je vais les mettre de côté. Il y a 400 000 tonnes qu'on pourrait décarboner directement par électrolyse. Si on voulait faire ça, il faudrait l'équivalent de 3 réacteurs nucléaires de 900 MW qui soient entièrement dédiés ou de 3000 éoliennes terrestres. Et là, je parle de 40% des usages actuels de l'hydrogène. Donc en fait, si on avait fait un peu d'analyse technico-économique avant de faire les grands plans hydrogène au niveau européen, on se serait rendu compte que l'hydrogène, ça a un rôle à jouer dans la décarbonation, pour décarboner notamment les usages actuels de l'hydrogène, parce que dans 10 ans, dans 20 ans, on aura encore besoin d'engrais. Mais l'hydrogène va rester, durablement cher, 2, limité en volume par la disponibilité de l'électricité bas carbone. Ce qui veut dire que l'hydrogène doit être réservé en priorité à certains usages, et notamment à la décarbonation des activités industrielles qui ne peuvent pas être décarbonées autrement. Je pense notamment aux engrais, à la métallurgie, parce que quand on veut réduire du minerai oxydé en métal non oxydé, aujourd'hui on utilise du coke, qui est un charbon métallurgique. Il n'y a pas beaucoup d'autres options, et typiquement l'une des rares options dont on dispose, c'est d'utiliser de l'hydrogène pour ça.
et aussi un petit peu de carburant bas carbone de synthèse pour l'aviation longue distance qu'on doit impérativement coupler à une réflexion sur les usages parce que de toute façon ça ne pourra pas décarboner l'aviation dans son ampleur actuelle. Et pour rebondir sur un point qu'Anaïs disait et qui était vraiment très important, il y a la question du prix de l'énergie. Si on ne voit pas aujourd'hui d'électrification massive des usages, c'est en bonne partie du fait du prix de l'énergie, et on a un problème de vision systémique en France. Alors, le gouvernement avait essayé d'améliorer ça en créant le SGPE, le Secrétariat Général à la Planification Écologique, mais ce qu'on voit, c'est que chaque ministère ne s'intéresse qu'à ces sujets. Et sur un sujet comme ça qui recouvre l'ensemble des composantes de notre économie, on n'arrive pas à avoir une cohérence. Je vais prendre un exemple très concret, la fiscalité. En France, l'électricité est plus taxée que le gaz. La fiscalité sur l'électricité a encore augmenté en février et elle se retrouve aujourd'hui pour les particuliers 2 fois plus taxée que le gaz. Donc on a une électricité bas carbone, produite domestiquement, avec des emplois domestiques et pour laquelle on est exportateur. À côté, on a du gaz qui nous coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Enfin, gaz pétrole, ça nous coûte plusieurs dizaines de milliards d'euros par an. Ce sont pas des emplois, enfin, il y a une partie des emplois en France, mais pas tous. Ça coûte très cher à la France, c'est pas bon pour le climat. Et pourtant, on favorise le gaz par rapport à l'électricité. Parce que la direction du budget a une vue uniquement axé sur le rendement de la taxation et il ne voit pas du tout les impacts que ça peut avoir sur l'atteinte des objectifs sectoriels. En gros, décarbonation, sécurité d'approvisionnement, industrialisation, électrification. Et tant qu'on n'arrivera pas à avoir cette mise en cohérence et que l'État défera d'une main ce qu'il fait de l'autre, en fait, on va dépenser des sommes colossales d'argent public pour ne pas avancer. Typiquement, sur cette question de fiscalité, donc qui n'est prise que pour des questions budgétaires, ça va défavoriser, ça va nuire également au budget. Parce que si on veut atteindre nos objectifs d'électrification et qu'on dissuade l'usage de l'électricité par de la fiscalité, ça veut dire que l'État va devoir mettre davantage d'aide à l'achat des véhicules électriques, à l'achat des pompes à chaleur. Donc, en gros, l'État va devoir dépenser davantage pour compenser la dissuasion fiscale sur l'électrification. Et en plus, vu qu'on développe des nouveaux moyens de production d'électricité qui sont protégés des risques de marché par des mécanismes qui s'appellent les compléments de rémunération, mais peu importe, ça veut dire que plus on va dissuader l'électrification en développant des nouveaux moyens de production, plus on va faire s'effondrer les prix de marché, et plus l'État va devoir compenser l'écart avec les prix de marché auprès des producteurs. Donc en fait, une mesure qui est défavorable sur tous les plans et prise uniquement pour des raisons budgétaires, est également mauvaise sur le plan budgétaire. Mais ça nécessiterait d'avoir une réflexion un peu systémique et qui dépasse les seuls enjeux de très court terme. Je voudrais juste rebondir. Après, vous me direz si vous voulez ajouter quelque chose à ce que disait Maxence. Mais sur les prix de l'électricité, on nous dit qu'on a une électricité bas carbone, abondante, et peu cher, et pourtant on a de l'autre côté des industriels qui semblent être pris à la gorge. Donc comment on explique ce paradoxe ? Alors, peut-être que Maxence répondra mieux que moi, mais en fait, l'électricité, il y a différents mécanismes. Déjà, ça dépend si on est un industriel électro-intensif, donc un grand consommateur d'électricité, ou une PME. On n'a pas exactement accès au même mécanisme, au même type de contrat. Quand on est un électro-intensif, aujourd'hui, on a accès à ce qu'on appelle l'AREN, donc c'est l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, donc au parc actuel, et là c'est 42 € du mégawattheure, pour lequel il va y avoir d'autres mécanismes qui vont être ajoutés, comme la compensation carbone. Donc la compensation carbone, c'est le fait de compenser les coûts indirects de l'énergie qui sont liés au marché européen du carbone, qui font que le prix rendu site va être plus compétitif, mais ne couvre en général jamais 100% des approvisionnements. Et ensuite, les industriels donc qui sont dans ces contrats vont être couverts à 50% par l'AREN, les électro-intensifs et les électro-sensibles, puis vont avoir recours à deux choses. Soit ils vont acheter sur des marchés à terme une partie en couverture, donc qui va jusqu'à 3 ans. Donc par exemple, ils vont acheter en 2027 une énergie qui va être à 60 € du mégawattheure. Et ils vont avoir en général un prix d'achat au spot, c'est-à-dire ils achètent au marché l'énergie telle qu'elle va être, l'électricité telle qu'elle va être à l'instant T en termes de prix. Et selon l'exposition que vous allez avoir au marché, vous allez avoir des yo-yo, ce qui s'est passé pendant la crise énergétique, c'est-à-dire certains industriels avaient peut-être que 25 ou 30% d'exposition au marché, mais quand vous passez
l'année dernière, le prix moyen du spot était 58 euros. Si vous passez de 58 euros à un prix moyen à 150, 200 euros et que vous consommez beaucoup, eh bien forcément, ça impacte votre rentabilité. Moins vous êtes sensible à l'électricité en termes de consommation, plus vous allez avoir des contrats qui vont être aussi à des prix plus élevés. C'est-à-dire une PME, elle a un prix du mégawattheure qui doit être plutôt aux alentours de 100 euros que de 55. Et par ailleurs, on a aussi beaucoup d'industriels qui consomment d'autres énergies, comme le gaz, qui aujourd'hui est une énergie qui est moins cher que l'électricité, mais qui est beaucoup plus cher que ce qu'on va trouver aux États-Unis. Si je prends un prix moyen, ça fluctue là, mais on va dire le gaz à 40 euros du mégawattheure, je vais aux États-Unis, je vais l'avoir à moins de 10 euros du mégawattheure. Alors c'est du gaz de schiste, globalement. Enfin nous on récupère le gaz de schiste, hein, in fine. Donc c'est en plus un bilan totalement désastreux pour l'environnement, ce qui devrait plaider pour l'électrification beaucoup plus rapide. Et sur ce 40 euros du mégawattheure, je dois rajouter au prix aussi le prix du CO2, puisque quand j'achète du gaz, eh ben je vais émettre du CO2. Donc quand je suis un grand consommateur de gaz, je suis au marché européen du carbone et donc j'achète des quotas carbone, enfin je paye des quotas carbone en fonction de mes émissions de CO2, ce qui fait que le prix du gaz est encore plus important que ce qu'on a aux États-Unis. Et il y a des industriels qui ont renouvelé des contrats au moment de la crise énergétique, donc aujourd'hui qui se retrouvent avec des prix plus élevés. Et quand vous avez des concurrents qui ont un prix de l'énergie beaucoup moins cher que ce qu'on a en Europe, et en sachant que sur les prix d'énergie, on a des situations quand même différentes entre les États européens, et que vous n'avez pas de demande en Europe et que vos concurrents non européens sont prêts à baisser les prix fortement ou sont subventionnés par leur État, ça fait un cocktail qui fait que les industriels aujourd'hui peinent à retrouver un équilibre. Après, peut-être que tu pourras plus rentrer dans le détail que moi, mais c'est en plus hyper compliqué de comprendre, enfin d'expliquer. Enfin, c'est simple à expliquer, mais c'est pas toujours simple à comprendre de se dire entre ce qu'on a en prix de marché et ce qui est vraiment le prix de l'électron qu'on paye, parce qu'il y a des taxes qui s'ajoutent et en même temps il y a des choses qui se déduisent selon la typologie du site, etc. Enfin, la taille du site. Ouais, la question de façon plus globale, c'est est-ce que la France pourrait mieux défendre ses industriels et agir sur les prix de l'électricité? C'est le fond de la question. Il y a plusieurs enjeux. Il y a des enjeux de prix de carbone, de prix de l'électricité réglementaire. Sur le prix du carbone, comme Anaïs le disait, il y a un marché du carbone, un marché des quotas. Historiquement, les entreprises qui étaient en situation de concurrence avec la concurrence internationale avaient des quotas gratuits, mais ça sape le mécanisme. La France a poussé de longue date pour quelque chose qui me semble sur le papier très intéressant, qui est ce qu'on appelle un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. C'est-à-dire que quand on importe des produits qui ont été faits à l'étranger, et qui ont émis des gaz à effet de serre à l'étranger, ceux-ci doivent payer des quotas comme s'ils avaient été fabriqués en Europe, pour que les industriels européens puissent concourir sur un pied d'égalité avec les industriels étrangers. Le problème de ce mécanisme, c'est que la première version qui a été mise en œuvre au niveau européen est un peu faiblarde. C'est-à-dire qu'elle ne couvre pas l'ensemble des activités qui sont soumises au marché des quotas. Donc il y a des activités qui doivent payer leurs quotas en Europe, mais leurs concurrents hors Europe ne sont pas soumis au mécanisme de compensation. Et ça ne va pas non plus en profondeur sur tout l'ensemble des chaînes de valeur. Et se pose aussi la question des exportations. C'est-à-dire qu'un industriel européen qui exporte, je sais pas, au Brésil par exemple, aura payé ses quotas en Europe. Et s'il est en concurrence avec un Chinois ou un Japonais qui exporte aussi au Brésil, il sera moins compétitif. Donc en fait, il faudrait aussi rembourser les quotas quand on exporte. Donc c'est un mécanisme qui sur le papier est bien, mais qui nécessiterait d'être significativement renforcé pour être plus intéressant. Il y a la question des prix de l'énergie. Sur les prix de l'énergie, il faut bien différencier les prix de marché, qui permet de faire une optimisation à court terme des moyens de production. Donc c'est un outil d'optimisation de ce que doit payer le consommateur. Et en fait, si on veut que le consommateur puisse avoir accès à des prix de l'électricité intéressants, déjà il va falloir décarboner pour pouvoir se passer le plus possible du gaz, parce que comme le disait Anaïs, le gaz en Europe coûte quand même relativement cher par rapport aux autres régions du monde. Or, renouvelables, nucléaires ont des coûts de fonctionnement qui sont faibles. Alors, ça ne veut pas dire que les coûts totaux sont forcément faibles. Par contre, le coût du mégawattheure produit, lui, est faible. Une éolienne, une fois qu'elle est construite, qu'elle produise ou qu'elle produise pas, elle coûte exactement la même chose. Elle a des coûts variables nuls. Une centrale nucléaire, elle a des coûts variables très faibles.
Donc il faut profiter de ça. Et pour pouvoir en faire profiter le consommateur, en fait, il faut apporter de la vision de long terme. C'est-à-dire que le consommateur puisse s'approvisionner à plusieurs années, ce qui va permettre de gommer les fluctuations qu'il peut y avoir parce que tel jour il a fait un peu froid, tel jour il y a eu plusieurs centrales qui étaient à l'arrêt. Et donc ça va donner de la visibilité au consommateur. Enfin, si on veut pouvoir réindustrialiser, et ça c'est l'objet d'une note qu'on a avec Pierre Jérémy pour l'Institut Montaigne, nous sommes en train de travailler sur un gros sujet, 3 notes sur les priorités énergétiques européennes pour identifier un certain nombre de blocages politiques, institutionnels, réglementaires, juridiques, économiques de marché à la décarbonation et la sécurisation des approvisionnements énergétiques européens. La première est sortie en novembre et là on en a sorti une autre en début de semaine qui explique notamment un certain nombre de points de blocage qu'il peut y avoir quand on développe des projets d'infrastructures énergétiques. Typiquement, si on veut construire un champ éolien en mer en France, il faut plus de 10 ans de procédure et 3 ans de construction. 10 ans de procédure administrative avant 3 ans de construction. Donc on est arrivé dans une sorte d'occlusion réglementaire qui empêche tout projet industriel de voir le jour dans des conditions raisonnablement acceptables. Et ça vient pas en bonne partie de l'Union européenne, contrairement à une idée reçue. Le droit européen est ce qu'il est, mais en fait, ce droit, pour la plupart, doit être transposé dans les États membres, et c'est à ce niveau-là que les États membres rajoutent des couches et des couches et des couches de réglementation qui rendent les réglementations extrêmement lourdes. Alors, vu que l'origine vient de l'Union européenne, on se dit c'est la réglementation européenne qui est très lourde, mais non, en fait, par exemple, la France a surtransposé la directive Habitat et on a fait quelque chose d'extrêmement lourd. Donc, si on veut soutenir l'industrie, à un moment où au moins des industries qui sont compatibles avec les enjeux énergétiques et climatiques dont on parlait avant, il va falloir réussir à rationaliser un petit peu tout ça pour avoir quand même des exigences environnementales et sociales qui soient correctes, mais qui n'empêchent pas tout avancer. Parce que si on empêche des avancées, ça veut dire qu'on va rester sur un système énergétique fossile qui ne répond à aucune exigence environnementale. Donc il faut trouver un équilibre entre des exigences environnementales locales et une décarbonation qui doit nécessairement arriver, parce que si on n'arrive pas à répondre à l'enjeu climatique, la protection de la biodiversité et des espèces à des endroits locaux va, en tout état de cause, pas pouvoir être atteinte. Donc ne pas sacrifier les enjeux généraux aussi à des enjeux locaux. Il faut trouver un équilibre et ça, c'est pas toujours évident. Alors je vous propose d'aborder maintenant un petit peu l'Asie. Parce que l'Europe semble découvrir depuis 5 ans une grande dépendance à l'Asie, encore plus qu'avant. Vous parliez des renouvelables. Je pense qu'on peut dire que le marché asiatique tient dans ses mains finalement nos ambitions de renouvelables. Est-ce qu'on est déclassé par ce pays, Anaïs ? Oui, enfin, de fait, on est en train de prendre du retard dans un certain nombre de domaines. En tout cas, les innovations dans les technologies qui sont liées à la transition écologique semblent se faire plutôt aux États-Unis et en Asie, et notamment en Chine, qu'en Europe, même si on a une quantité de start-up qui sont en train de travailler sur ces sujets-là, qui sont réellement innovantes et dont j'espère qu'elles pourront se développer parce qu'elles vont apporter aussi les réponses sur les technologies d'après dont on aura besoin, notamment sur les batteries solides, sur les pompes à chaleur, etc. Mais force est de constater que dans les biens aujourd'hui clés de la transition écologique, c'est plutôt la Chine qui domine, qui est capable de produire plus que ce que son marché est capable d'absorber, notamment dans le domaine du solaire, des batteries pour véhicules électriques, voire les véhicules électriques, parce qu'on commence à avoir de plus en plus de véhicules chinois en France et dans d'autres domaines. Mais ce surclassement, entre guillemets, il est aussi lié à une stratégie très claire de la Chine. Il ne s'agit pas de considérer la Chine pour son modèle non démocratique, mais plutôt pour ce qu'elle a été capable de construire en termes industriels, c'est-à-dire à la fois avec son programme Made in China 2025, où elle a cartographié très clairement les points clés de des chaînes de valeur qu'elle voulait maîtriser pour assurer son autonomie, notamment les semi-conducteurs. Et c'est d'ailleurs un des enjeux qui est au cœur de la guerre économique entre la Chine et les États-Unis et qui est lié à toutes ces crispations autour de l'île de Taïwan. C'est vraiment la maîtrise des semi-conducteurs et des
des technologies de pointe en termes de semi-conducteurs, donc c'est-à-dire la miniaturisation et la maîtrise de la chaîne de valeur, sur laquelle aujourd'hui elle est pas totalement autonome. Mais aussi avec la nouvelle route de la soie, elle a une stratégie de maîtrise, de contrôle et de maîtrise de ses approvisionnements en matières premières critiques, en plus des ressources qu'elle a sur son territoire. Elle allait identifier dans différents pays ces ressources-là, et en échange d'investissements aussi dans des infrastructures qui lui permettent aussi après de renvoyer des produits finis vers ces pays-là, elle a contrôlé tout ce qui était extraction et raffinage en plein de matières clés dont on parle régulièrement, que ce soit le germanium, le tungstène et toutes ces matières premières critiques que la Commission européenne a répertoriées en mettant une liste sur ces matières premières critiques-là. Et c'est parce qu'il y a une vision très claire de ce que la Chine veut maîtriser. Et nous, mais parce qu'on n'est pas dans la même situation aussi, c'est très difficile de parler à 27 quand il n'y a pas une seule voix et qu'il y a 27 souverainetés nationales et que chacun veut préserver ses intérêts souvent au détriment des autres. Donc on n'a pas cette vision claire et on l'a pas à l'échelle nationale. Donc la Chine, eh bien, prend de l'avance. Elle investit aussi massivement dans l'innovation. Elle ne respecte pas non plus les règles internationales du commerce en subventionnant largement certaines entreprises pour aller attaquer des marchés, se développer. Elle a aussi une capacité, ce que nous on fait pas, et à mon avis on devrait commencer à se poser la question très sérieusement. Elle s'est développée aussi parce qu'elle allait acheter des technologies à l'étranger en faisant des rachats d'entreprises européennes ou américaines qui pouvaient être en difficulté, sans que cela nous pose question. Elle a obligé à des transferts de technologie pour toutes les entreprises qui souhaitaient venir s'implanter en Chine. Et la question du transfert de technologie et de l'obligation de produire sur le territoire européen pour accéder à certains marchés, notamment le marché des véhicules électriques, à mon avis, on doit se la poser aujourd'hui en Europe. Et puis elle a fermé des secteurs. Un Huawei, qui est le leader chinois dans les télécommunications et notamment sur tout ce qui est 4 et 5G, s'est développé massivement en Chine parce que la Chine a considéré que c'était un secteur stratégique et qu'il n'était pas question qu'une entreprise étrangère vienne s'implanter sur ce secteur-là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait quand on regarde l'exemple de Huawei? On a la France qui dit... Le gouvernement dit non, la région Grand Est discute avec Huawei pour potentiellement implanter une usine en Grand Est. Les Allemands disent oui parce qu'ils ont tout leur programme Industrie 4.0 et qu'ils voient bien la 5G comme un potentiel moyen d'accélérer la diffusion de l'Industrie 4.0 chez eux. On a les Suédois qui disent non parce qu'ils ont Ericsson et donc ils souhaiteraient que cette entreprise européenne se développe. Et donc on est en ordre dispersé. On pose pas la question de se dire est-ce qu'on veut de la 5G, on veut pas de la 5G. Chacun répond dans son truc. Et si on s'était dit on veut de la 5G, comment est-ce qu'on crée un duopole ou un monopole en Europe parce qu'on n'a pas forcément besoin des autres et qu'on a des entreprises européennes qui sont capables de se développer en la matière. Donc on est en permanence avec plein de petits loupés qui font qu'aujourd'hui, on perd de la puissance par rapport à la Chine avec deux questions qui vont se poser à nous, à mon avis. La première, c'est que quand on parle de réindustrialisation de la France, c'est de considérer que tous les pays n'ont pas la même situation industrielle, que l'Europe est exportatrice nette, alors que la France est largement déficitaire en termes commerciaux. Donc la réindustrialisation de la France, elle va interroger les équilibres industriels européens et de la même manière, renforcer la base industrielle européenne, réintégrer un certain nombre de chaînes de valeur industrielles va poser frontalement la question de la cartographie industrielle de la Chine, voire va obliger la Chine à réduire son volume de production, puisqu'aujourd'hui, beaucoup de productions sont dimensionnées pour servir des marchés mondiaux. Et la deuxième chose, c'est que on a aujourd'hui des situations qui sont très différentes entre les États membres. La France, de fait de sa situation commerciale et du poids de son industrie, va être plutôt pour des mesures qu'on pourrait qualifier de protectionnistes, quand l'Allemagne a beaucoup exporté vers la Chine, donc n'a pas du tout envie d'avoir le même comportement avec la Chine, qui a été pendant longtemps un partenaire commercial. Tout comme les Hollandais n'ont pas envie d'avoir la même politique que la France, puisqu'ils sont la porte d'entrée de beaucoup de produits de Chine ou d'Asie sur le territoire européen. Un élément vraiment important derrière tout ce qu'a expliqué Anaïs, je pense, c'est la capacité de la Chine à développer sur le long terme une vision stratégique de long terme. Je vais commencer par un exemple. Pendant le premier choc pétrolier, les États-Unis, qui faisaient des véhicules qui consommaient beaucoup de pétrole parce que c'était le premier pays producteur de pétrole et qui faisait du pétrole pas cher, ont perdu des parts de marché vis-à-vis de l'Union européenne qui faisait déjà des plus petits véhicules.
En fait, si on veut pérenniser notre industrie, il faut toujours se poser la question non pas de la situation actuelle, mais de la situation de demain. Pas essayer de profiter jusqu'à la dernière minute du crépuscule des marchés d'hier, mais être capable de se positionner en avance de phase sur l'aube des marchés de demain. Et ça, c'est typiquement ce qu'a fait la Chine en se positionnant avant tout le monde de façon extrêmement ambitieuse sur tous les secteurs porteurs. Les véhicules électriques, les éoliennes, les panneaux solaires photovoltaïques, ils ont raflé le marché mondial. Le nucléaire, aujourd'hui dans le nucléaire, la Chine est probablement le pays qui maîtrise le mieux sur le plan industriel les technologies nucléaires, les électrolyseurs, etc., etc. Et donc, typiquement en France, quand on voit tous les débats autour de est-ce qu'il faut maintenir ou non la fin de vente des véhicules thermiques en 2035, en fait, le choix derrière cela que l'on a, c'est est-ce que on veut donner quelques belles dernières années à notre industrie automobile au prix d'un déclassement total plus tard. C'est-à-dire si on revient sur cet objectif-là, effectivement, on va redonner quelques années, peut-être une décennie à notre industrie automobile pour profiter de la fin de vente des véhicules thermiques. Par contre, quand on va se réveiller, on se rendra compte qu'on aura pris un retard colossal sur le véhicule électrique qui est, qu'on le veuille ou non, le véhicule de demain. Par rapport à la Chine, et ce retard-là sera non rattrapable. C'est typiquement la situation qu'on a aujourd'hui avec le solaire photovoltaïque, et ce retard, on l'a pris en une dizaine d'années. Donc c'est vraiment très très rapide. Là, cette année, la Chine devrait démarrer une usine de panneaux solaires d'une capacité d'environ 50 gigawatts. Cette usine aura la capacité de répondre à elle seule à la totalité du marché européen. C'est la plus grosse usine qui doit voir le jour cette année en Chine, mais il y en a 2 ou 3 autres derrière avec des capacités un peu moindres. Ça reste quand même énorme. En plus de ça, on a 2 ans de panneaux solaires chinois dans les ports européens. Donc là, un industriel européen qui veut se positionner sur le marché du solaire photovoltaïque, pour le dire gentiment, ça va être extrêmement compliqué parce qu'on n'a pas anticipé. Donc toute la question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on est capable d'anticiper pour les autres industries ou non? Je suis pas en train de dire que c'est facile. Passer au véhicule électrique, pour les industriels, c'est extrêmement compliqué. Et pas tant pour les constructeurs que pour les équipementiers d'ailleurs. Et Stellantis, Renault, etc., ils s'en sortiront. C'est plutôt ceux qui vont faire des pots catalytiques, des choses comme ça, qui, eux, vont devoir passer sur des métiers qui n'ont rien à voir. Donc oui, c'est très compliqué. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, demain, c'est toute l'industrie automobile que l'on va perdre. Donc il faut réagir très rapidement. Et je pense que l'Union européenne a des atouts dans sa manche pour défendre son industrie face à la Chine. En Chine, les stratégies industrielles sont gérées par les régions. Globalement, chaque région a son champion régional, BYD dans le domaine de l'automobile, Jinko Solar dans le domaine du solaire PV, etc., etc. Les régions ont dû s'endetter très fortement pour soutenir leurs champions nationaux. À tel point que certaines régions du sud de la Chine n'arrivent plus à payer les salaires de leurs fonctionnaires tellement elles se sont endettées pour soutenir certains champions nationaux. La Chine aujourd'hui a des surcapacités dans le domaine du solaire PV notamment et a du mal à écouler ses panneaux, surtout depuis que le marché américain s'est fermé. Si le marché européen se fermait, même partiellement, la situation s'aggraverait en Chine et il devrait y avoir une restructuration du marché avec une disparition de certains acteurs chinois. Ce qui veut dire que certaines régions se retrouveraient à s'être énormément endettées pour perdre leur industriel régional. Et donc, sans soutien du gouvernement chinois, ces régions-là feraient faillite. La stratégie actuelle en Chine, c'est d'essayer de reporter cette restructuration le plus possible en essayant d'écouler les produits sur les marchés internationaux et donc notamment en Europe. Et ça donne un poids à l'Europe. C'est-à-dire que si on dit, je dis une bêtise, que 20% à minima 20% des équipements, que ce soit des panneaux solaires, des éoliennes, des voitures, doivent être faits en Europe. Ça veut dire que potentiellement on laisse 80% du marché au reste du monde et notamment à la Chine. Donc ils gardent quand même une part de ce marché-là. Je me permets juste de vous interrompre parce que c'est quand même très contraire à la philosophie même de l'Europe. Tout à fait. Mais juste avant de venir là-dessus, souvent on se dit ah ouais, mais si on commence à protéger une partie de notre marché, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité économique, parce que si on a une industrie en Europe, c'est plus facile de la faire croître si un jour on se brouille avec la Chine que de partir de rien. Donc même si c'est pas forcément compétitif d'un point de vue assurantiel, ça peut être intéressant. Alors on se dit oui, mais la Chine va prendre des mesures de rétorsion, ce qui est possible, mais si on va au bras de fer,
faut pas imaginer que la Chine a tous les atouts dans la manche et nous, on n'a rien. La Chine a un besoin vital d'écouler ses produits chez nous. Donc même si on se réserve une petite part du marché, ils feront tout pour garder le reste. Donc ça, il faut en avoir conscience. Et là où effectivement vous avez raison, c'est que c'est contraire à la philosophie européenne. L'Europe, c'est pas les États-Unis. Les États-Unis, c'est un État fédéral. L'Europe, c'est un marché. Et donc la philosophie fondatrice de l'Union européenne, c'est d'avoir le marché le plus ouvert possible, qui permette aux consommateurs d'acheter les produits les moins chers. Et derrière ça, il y avait pas la question de l'industrie et des emplois associés. C'est-à-dire que le consommateur doit pouvoir acheter son panneau solaire le moins cher possible, mais on s'est pas dit le consommateur, c'est aussi un travailleur qui pourrait avoir un intérêt à fabriquer le panneau solaire, et puis les économies, c'est pas juste de l'achat. Avec la crise Covid, la guerre en Ukraine, les choses ont quand même commencé à évoluer. L'Union européenne a pris conscience de certaines fragilités. Quand on n'était plus capable de faire des masques, des vaccins au moment du Covid, on a commencé à réaliser cette fragilité. Quand on a vu la dépendance au gaz russe que la Russie instrumentalisait aux dépens de l'Europe pendant la guerre en Ukraine, pareil, cette prise de conscience a augmenté. Et l'Union européenne a commencé à mettre en place des outils, je pense au Net Zero Industry Act, à la réglementation sur les industries bas carbone, à la réglementation sur les matières premières critiques aussi, qui donne des taux de localisation, de diversification des approvisionnements, de production, de raffinage sur le territoire européen. Donc il y a un mouvement qui est en train de s'amorcer, mais par contre il va falloir aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Avec la difficulté qu'évoquait Anaïs, de vision très différente entre les États européens, avec des États qui sont industriels mais qui, même entre eux, ont des visions différentes, des États très commerciaux comme les Pays-Bas qui vivent des importations et de leurs ports. Et donc il va falloir réussir à trouver des intérêts communs là-dessus, et aussi peut-être partager nos intérêts industriels avec d'autres pays européens pour pouvoir les embarquer dans une vision commune industrielle. Et je pense vraiment qu'on a intérêt à plaider pour des transferts de technologie sur en fait, aujourd'hui, on va pas rattraper la bataille sur les chimies actuelles des batteries pour véhicules électriques. Donc, faut dire maintenant aux entreprises chinoises, si vous voulez vendre sur le marché européen, vous produisez sur le sol européen et vous faites un transfert de technologie, ce qui nous va nous permettre de mettre tout l'effort d'innovation sur les chimies de demain en termes de véhicules électriques. Aujourd'hui, on est beaucoup sur des batteries à base de lithium. Demain, on a peut-être un avenir sur les batteries solides, notamment à base de sodium. Donc, travailler en fait à inverser les choses pour mettre vraiment l'effort d'innovation sur ce qui nous permettra de redevenir les leaders demain, ce qui est pas du tout dans la culture européenne aujourd'hui, mais qui va devenir un enjeu clé. Et là où on a besoin de commencer à sécuriser des volumes sur le territoire européen, soit avec la commande publique, soit en mettant des clauses de localisation comme les Américains l'ont fait avec la loi de réduction de l'inflation avec Biden, c'est qu'on peut pas à la fois mettre des millions pour relocaliser des gigafactories en Europe, mais laisser tout et n'importe quoi rentrer sur le territoire européen sans essayer de rééquilibrer les rapports de force, parce que c'est aussi tout ce qui est en train de se passer. On met des hauts standards environnementaux et sociaux, et en même temps on n'impose pas à ceux qui veulent rentrer sur le territoire européen de respecter les mêmes normes. Donc il y a un vrai enjeu de réciprocité. C'est même pas du protectionnisme, quand on parle de réciprocité, c'est de dire si tu veux rentrer chez moi, tu joues avec les mêmes règles que moi, parce que moi quand je viens chez toi, je joue avec les règles que tu me donnes. Quand un Européen veut aller vendre le moindre produit en Chine, il doit remplir une quantité d'informations où on se dirait, nous, c'est du transfert de propriété intellectuelle. Mais on n'a pas du tout le même rapport à la notion de propriété intellectuelle entre Européens et Chinois. Donc on doit être beaucoup plus exigeant là-dessus et un peu ravaler notre fierté d'une certaine manière. C'est de se dire, on est en retard, faisons comme les autres, allons rattraper notre retard pour cibler nos investissements sur l'avenir de demain et garantir que les investissements qu'on fait aujourd'hui seront bien pérennes. On prend l'exemple de Northvolt qui a été largement subventionné, qui a annoncé ses difficultés financières. Ça, c'est rappeler ce qu'est Northvolt est une usine de production de batteries pour véhicules électriques qui est dans les pays du nord de l'Europe. Donc si on veut éviter ça, il faut mettre des clauses de localisation, mettre de la réciprocité dans l'accès aux normes,
flécher la demande européenne vers des produits fabriqués en Europe. Il y a un enjeu sur le prix de l'énergie parce que les difficultés de Northvolt, c'est aussi lié au prix de l'énergie, donc s'assurer d'avoir une énergie à prix compétitif. Et là, la question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'on peut considérer l'énergie comme un bien industriel autre, c'est-à-dire respectant des règles de marché où on admet qu'on subventionne largement parce que ça nous permet de diffuser autre chose, même si on donne des subventions de manière indirecte. Et derrière, une fois qu'on produit les batteries sur les territoires, on va aussi faire émerger les filières de recyclage. Et qui dit filière de recyclage, dit qu'on va pouvoir aussi progressivement réaugmenter nos souverainetés parce qu'on récupère les matières en fin de vie et on peut les réinjecter dans un circuit qui existe. Aujourd'hui, vous pouvez recycler les matières dans les batteries. Si vous avez personne pour les consommer, les usines de recyclage ne trouvent pas de modèle économique. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Un élément qui est important à avoir à l'esprit aussi, c'est qu'il est urgent d'agir parce qu'on se retrouve au milieu d'une guerre de protectionnisme entre les États-Unis et la Chine, avec des mesures extrêmement fortes, extrêmement rapides des deux côtés, États-Unis et Chine. Et si on ne réagit pas très rapidement, on va perdre très rapidement notre industrie. L'exemple de Northvolt mentionné par Anaïs n'est qu'un exemple parmi d'autres. Il y a énormément de projets industriels. Je pense il y a beaucoup de projets industriels dans le domaine des batteries, des semi-conducteurs, qui devaient voir le jour en Europe et qui fuient aux États-Unis du fait de la Bipartisan Infrastructure Law, de la loi de réduction de l'inflation, de tout l'écosystème protectionniste qui a commencé à être mis en place sous Trump 1, qui a très significativement été renforcé sous Biden et dont on peut décemment imaginer que Trump 2 ne reviendra pas dessus et au contraire va continuer à le renforcer en jouant à la fois sur la politique commerciale, en mettant des tarifs, des taxes douanières extrêmement élevées, y compris auprès des alliés, donc pas que de la Chine, et des soutiens massifs à la production aux États-Unis. Aujourd'hui, on se laisse imposer le modèle des autres. C'est ce qu'on se dit, c'est que on a quand même construit un truc qui est plutôt pas mal et qu'on est prêt à le détricoter parce qu'on a des mecs qui viennent nous fracasser, qu'on assume le rapport de force. On ne peut pas faire quelque chose de bien quand la politique n'arrête pas de changer. Les États-Unis ont vraiment fait de l'extraterritorialité de leurs droits une arme de guerre industrielle. Sur le papier, on a beaucoup d'atouts, il va falloir capitaliser dessus et avoir une stratégie pour les mettre en œuvre. Et c'est un peu ce qui pêche aujourd'hui. On ne décarbonera pas contre la population.